Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence virtuelle en compagnie de nos 4 élus. Nous sommes très heureux d'accueillir le maire d'arrondissement de Saint-Laurent, M. Alain Dessouza, le maire de Ville-Mont-Royal, M. Philippe Roy, et le député de Saint-Laurent, Mme Marois Risky, et le député de Mont-Royal-Outremont, M. Pierre Acan. Aussi, nous voulons saluer aussi plusieurs élus, conseillers municipaux de Saint-Laurent et aussi de Ville-Mont-Royal. Aussi, développement économique Saint-Laurent, Lisa Hudson de Ville-Saint-Laurent, développement Saint-Laurent, et aussi Mme Chantal Séguin, développement économique de Mont-Royal. Comme vous savez, nous sommes chanceux aujourd'hui, nous avons 2 nouveaux membres de la Chambre. Un, c'est Tesla RP, qui est représenté par Marc-André Deschênes, directeur communication, stratégie et affaires gouvernementales, et aussi Innocem Canada, représenté par M. Ping Hu, directeur exécutif Canada, et aussi David Lee, directeur commercial. Sans retarder, avant de céder les paroles à nos élus, j'aimerais remercier nos 3 principaux partenaires de la Chambre, Arrondissement Saint-Laurent, Ville Mont-Royal, ainsi que Desjardins Entreprises. Je profite pour céder la parole au directeur développement des affaires, entreprise chez Desjardins, entreprise l'Ouest de Montréal. Pierre-Olivier Brunel pour une courte intervention. Merci, Kelvin. Bonjour tout le monde. Alors, je vais être bref. Pierre-Olivier Brunel, vous me connaissez la plupart, je suis trésorier. J'ai la chance d'être trésorier de la Chambre de commerce depuis un certain temps, donc membre du conseil d'administration. Mais mon intervention d'1 minute ou 2, je veux juste la faire au nom de Desjardins. On est fiers d'annoncer, vendredi, on a annoncé à Sylvie qu'on renouvelait notre partenariat comme commanditaire principal ou un des 3, je m'excuse, messieurs, Dessouza et Roy, avec les 2 arrondissements. Donc, on est très fiers de continuer notre entente des dernières années avec la Chambre. On veut vraiment, vous savez, notre rôle Desjardins, tout le monde le connaît, rôle communautaire, aider à développer nos communautés, nos entreprises, nos membres. Alors, on est très fiers d'annoncer cela. Aussi, je crois, je ne sais pas si tout le monde le sait, une autre entente qu'on a faite il y a quelques semaines avec la Ruche. Desjardins, on va jouer un rôle avec plusieurs communautés, plusieurs arrondissements, plusieurs villes dans les prochaines semaines. Alors, on est très fiers de ce partenariat-là. Je crois que vous allez voir encore à Ville-Saint-Laurent et à Mont-Royal, vous allez voir des choses, on est très fiers d'être impliqués. Autre chose, je pense que vous avez vu aussi, on a un fonds de 150 millions. On avait fait un fonds de 100 millions dans la communauté les dernières années. On l'a majoré. Fonds de 150 millions pour tout le Québec. N'ayez pas peur d'appeler les gens en caisse, de me faire interpeller. On veut vraiment aider la communauté et être présent. Et je me dépêche. Foncez. Un fonds pour les membres entreprises, on donne des subventions, de l'argent de 5 000 à 10 000 pour diverses entreprises qui ont eu des enjeux dans les dernières semaines, dans les derniers mois, que ce soit des sites Internet, que ce soit de la technologie, que ce soit du transfert d'entreprise. S'il y a des membres des Jardins que vous connaissez et qui auraient besoin d'un petit 5 000 ou 10 000, on a une enveloppe pour ça aussi, localement, ici, sur notre territoire. La dernière chose que je veux peut-être dire, je pense que vous le savez, là, Desjardins, on ose dire qu'on n'est pas une banque, on est une institution financière, on est là pour aider les gens. Donc, avec le COVID, comparativement à d'autres, on n'a pas rayé de membres, on n'a pas rayé de secteur, on n'a pas rayé d'industrie. On est là pour faire la différence et les accompagner. J'espère que les gens vont le voir sur le terrain, mais ce n'est pas le même rôle. J'ose espérer, il n'y a pas juste le côté financier. À chaque fois qu'on parle de finance, il n'y a pas juste la finance. Il y a le non-financier, il y a le maillage. Des fois, vous êtes tous là-dedans, que ce soit les maires, les députés. Des fois, vous connaissez des gens, vous mettez en commun 2 entreprises en particulier. C'est ça qu'on veut faire Desjardins, ce n'est pas juste les chiffres. Alors, je me tais parce que je pense qu'il faut laisser la parole à d'autres gens. Merci beaucoup et bonne rencontre à tous. Merci, Pierre-Olivier, et merci, Éric Prudhomme, sont toute une équipe d'entreprise Desjardins. Donc, notre conférence porte sur les actions de nos élus pour la relance économique. Nous aurons les allocations des 4 élus. Nous aurons aussi une période d'échange suivie par une période de questions si le temps nous permet.
Maintenant, j'aimerais céder la parole à notre premier invité, le maire de Saint-Laurent, M. Alain de Souza. Alain de Souza. Merci beaucoup, Calvin. Merci, Sylvie, à tous les panélistes, dont M. le maire Roy, Mme Risky, M. Arca. Vraiment, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être présent ici. Je profite de l'occasion de remercier la Chambre pour nous donner cette occasion. Mais je aussi dois remercier la Chambre pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait tout au long de cette période de COVID, à un moment où on a eu des enjeux très, très importants vis-à-vis de la situation économique. La Chambre, à son crédit, a toujours été là, présent tous les jours, défendre les intérêts de ses membres, faisant la... Et je vous avoue que pour nous, c'était vraiment, vraiment... C'est M. Accam, peut-être il faut déconnecter les deux côtés. C'est ça, c'est M. Pierre Accam, sûrement, il connecté les deux l'ordinateur. Peut-être, Sylvie, tu peux contrôler son affaire. Je m'excuse, monsieur De Souza, vous pouvez continuer. Tu veux continuer? Oui. Excellent, mais merci. Donc, premièrement, merci à la Chambre pour le travail qui a été fait. Je suis très reconnaissant en tant que partenaire privilégié. Et deuxièmement, je reconnais les efforts déployés par tous nos élus, Mme Pesky, M. Roy et beaucoup d'autres. On a travaillé des heures et des heures pour faire d'être présent à tous les niveaux, toujours à l'écoute de notre communauté, mais en même temps très présent sur les diverses instances où on peut donner des orientations puis filer au gouvernement les besoins. Je vous avoue qu'on a fait beaucoup au niveau social pour notre communauté avec la collaboration de la Caisse, beaucoup pour nos citoyennes, mais je veux concentrer mes efforts aujourd'hui uniquement sur les efforts déployés pour les compagnies, les petites entreprises sur notre territoire. C'est sûr et certain que la période a été difficile et puis nous, au période de la dernière quelques mois, 3 mois pour être exact, sinon un peu plus, le défi était que même en télétravail, on pense qu'on avait travaillé très fort en doublant le nombre des heures et faisant des liens avec les compagnies. On est très fiers avec les grandes compagnies, des petites compagnies qui trouvaient et étaient capables de virer de bord rapidement pour jouer des rôles importants, pour s'assurer que le système de santé pourrait être approvisionné par les produits qui étaient manquants. Je ne veux pas nommer un parce que si je nomme un, je risque d'oublier d'autres. Donc, je sais, grands et petits, les gens étaient là. Et avec la collaboration de développement économique Saint-Laurent, on était toujours très, très, très axés pour essayer de faciliter l'inscription de nos compagnies où ils qualifiaient pour être des compagnies qui étaient donner des services essentiels. On a facilité la tâche, on était capable de faire naviguer dans les systèmes. Entre-temps, on avait travaillé fort, sachant que le nerf de la guerre, c'est la liquidité. On a travaillé fort avec les autres niveaux du gouvernement, avec les programmes qui étaient déployés et aussi avec la Ville de Montréal en particulier, avec PME, MTL et d'autres, pour s'assurer que tous ces programmes pourraient être connus pour les compagnies pour qu'on pourrait au moins les mettre en contact et faciliter leur accès à le financement qu'ils ont eu besoin pour être capables de passer à travers de cette période très, très difficile. Et même aujourd'hui, ça reste un de nos priorités parce qu'on réalise qu'on n'est pas sorti du bois encore. Il y aura encore un besoin. Au niveau de la Ville, on avait poussé fort pour être capable de prolonger le deuxième paiement de taxes et on avait réussi avec l'administration qui a finalement accepté de permettre le deuxième versement de taxes payé le 1er septembre de cette année. Cet geste donnera encore plus de liquidité aux compagnies qui les permettent de concentrer leurs efforts à les bons endroits et nous permettra de aussi assurer une survie de ces compagnies-là. Je vous avoue, dans un effet pervers, nous, on a eu une année 2019 qui était extraordinaire. C'était fantastique. L'économie marchait bien.
Et je regardais notre bilan de 2019 et je dis, waouh, si on peut avoir une autre année semblable, on a été correct. Mais en même temps, je réalise que les efforts que nous avons déployés dans la dernière année vont avoir un effet pour nous faire sortir de la torture de cette pandémie. En 2019, on avait approuvé et accordé près de 400 millions de permis. Et la beauté des choses est que tous les aspects réglementaires sont complétés. Donc, aujourd'hui, cette année, maintenant, les compagnies qui ont eu des approbations pourraient continuer de réaliser leurs projets et j'espère qu'il y aura un effet pour stimuler l'économie. En même temps, on a travaillé étroitement avec le gouvernement du Québec sur les grands projets, les projets de la garage Côte-Vertu, le projet du REM, pour s'assurer que ces projets démarrent rapidement pour donner le sens de confiance. Et on a une panoplie des autres actions que nous en avons pour les semaines et des mois qui s'en viennent. Mais à ce moment-là, je vais arrêter, donner mes autres collègues, mes autres panélistes une opportunité de aussi partager qu'est-ce qu'eux, ils ont fait dans leur communauté. Donc, merci pour votre écoute et je serai heureux de prendre des questions. I'll be also willing to take any questions in English if there are any as well. So feel free. Merci. Merci, M. Alain de Souza. Thank you very much. Maintenant, à la place de deuxième invité, le maire de Ville-Mont-Royal, M. Roy. À votre parole, M. Roy. Merci beaucoup. Merci, Calvin. Écoutez, merci, Calvin. Merci, Sylvie, d'avoir organisé ce panel très intéressant. Merci. Je veux saluer les autres panélistes, évidemment, les 3 autres élus de la région. Je veux saluer la présence aussi de 3 de mes élus qui sont dans la salle virtuelle, donc le conseiller Joseph Daoura et les conseillères Michel Setlacoué et Mindy Amloti qui sont parmi nous. Puis Chantal Séguin aussi, notre directrice de développement économique. Comme élus, on a tous été confrontés ces derniers mois à quelque chose de complètement inconcevable. C'est, en tout cas, dans mon cas, après 16 ans ici, c'est la plus grande crise que notre administration a connue. Assez ironique parce qu'on ne rentre pas au bureau, on passe la journée en pyjama, mais on travaille comme des fous. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on s'attendait à vivre un jour. Vous savez, un élu, c'est par nature quelqu'un qui veut faire avancer sa communauté, qui veut réaliser des projets, qui veut régler des problèmes. Ironiquement, depuis le mois de mars, ce qu'on fait, c'est exactement le contraire. On s'est retrouvés à fermer nos villes, à dire à nos employés de retourner chez eux, à couper des services à nos résidents. C'est donc une période complètement contre nature, puis même, je dirais, un peu déprimante comme élu de vivre ça. À l'instar des autres villes ou des autres arrondissements, nous sommes tombés à Ville-Mont-Royal en gestion de crise dans la semaine du 16 mars. Cette semaine-là, j'ai convoqué un caucus des élus par vidéoconférence, une première fois qu'on faisait ça chez nous. Et ce caucus-là, il est demeuré quotidien, donc à tous les jours, même le week-end, on avait notre vidéoconférence auquel les hauts fonctionnaires de la ville participaient et on gérait comme on pouvait cette crise-là. On a tous connu, j'imagine, au début de la crise, ce genre de conférence Zoom où on passait plus de temps à attendre que tout le monde se branche que ce qu'on discute véritablement. Mais là, ce qu'on réalise, c'est que de plus en plus, les gens commencent à être assez bons et on a des rencontres Zoom ou de vidéoconférences de plus en plus efficaces. Ce qui me marque, c'est que toute cette période de pandémie-là, de crise, on prenait des décisions, on était appelé à prendre des décisions avec des données qui changeaient à tous les jours. Puis des directives de la santé publique qui étaient en constante évolution. Alors, chaque fois qu'on faisait un plan où on allait être dans une semaine, bien, la semaine suivante, les données avaient complètement changé, il fallait changer de cap. Alors ça nous obligeait à être très agiles comme administration municipale. À Mont-Royal, comme partout ailleurs, on a posé des gestes de sécurité, de ressources humaines, de surveillance, de pédagogie. On donnait des cours à nos résidents au niveau de santé publique. On a connu des séances, on a tenu nos premières séances de conseil municipal virtuel, c'était nouveau pour nous. Et on a posé des gestes économiques importants. Alors, peut-être faire un bref rappel de ces gestes à caractère économique. Comme à peu près tous les arrondissements ou villes du Québec, on a d'abord fait un report des paiements de taxes. Donc, c'est un geste important, ça, il faut le dire, pour une municipalité, pour une ville, parce que c'est à peu près l'unique source de revenus qu'une ville a, c'est ses taxes foncières. Alors, prendre la décision de vivre sans ce input d'argent-là,
c'est important pour une ville. Donc, on a pour reporter les deux taxes, les versements des taxes annuelles. On a également annulé l'ensemble des frais d'intérêt. Donc, toute personne qui avait une dette envers la ville, on a éteint les frais d'intérêt. On a aussi lancé une grande campagne de communication et d'achat médias pour créer un genre de canal de communication très, très, très serré avec nos résidents, mais aussi avec tous nos commerçants, avec le parc industriel, avec nos 1000 entreprises. On voulait avoir un dialogue ouvert et constant avec eux. On réalisait bien dès que les travaux de construction ont repris l'importance d'émettre des permis. Alors, on a réouvert un CCU chez nous et un bureau des permis tout à fait virtuel. Donc, ça aussi, c'était nouveau pour nous. On apprenait à mesure qu'on avançait. On a aussi posé des gestes pour soutenir nos commerçants locaux. Alors, on a créé dès le début un répertoire de tous les commerces ouverts pendant le confinement. Cette liste-là, qui était évidemment sur le web, était mise à jour tous les jours par nos inspecteurs qui se promenaient et qui allaient rencontrer nos commerçants. Et évidemment, de cette liste-là, on a mis en place une campagne pour encourager les résidents de Mont-Royal à acheter local. Alors, médias sociaux, les médias, des panneaux qu'on a mis un peu partout dans la ville. Aussi, en partenariat avec PME Montréal, on a identifié les divers programmes, toutes l'aide gouvernementale, les programmes gouvernementaux et municipaux, et pour que ces entreprises-là aient un seul endroit à aller voir pour voir qu'est-ce qu'étaient les ressources mises à leur disposition. Parallèlement au confinement et à la crise liée au COVID-19, on avait déjà prévu de lancer une campagne axée pour nos commerçants du centre-ville qui sont affectés par le REM. Donc, nous, le centre-ville de Mont-Royal, pour ceux qui y viennent des fois, il est un peu une zone de guerre présentement. On a abattu un des deux ponts du centre-ville et le chantier du REM a pris toute la place. Alors, on a mis en place, donc, avec une firme de spécialistes en marketing, un programme de promotion des commerces du centre-ville pour les aider à passer à travers ce 12 à 18 mois-là qui va être difficile. Et on a aussi déposé une candidature pour une campagne de sociofinancement pilotée par l'agglomération de Montréal en collaboration avec vous, la Chambre. À peu près les gestes qu'on a posés, puis je vais juste terminer avec un autre aspect. Ça m'amène à parler un peu du rôle de la Chambre et des élus de la région. Pour nous, pour moi, le rôle des élus municipaux, c'est un rôle de promotion régionale. Il ne faut pas s'arrêter à nos frontières administratives. Car la main-d'œuvre, les employés, les investissements, eux, ils ne respectent pas les frontières de nos villes ou de nos arrondissements. Eux, ils se promènent partout. Alors, on est tous des citoyens d'une île constituée de 15 villes, 19 arrondissements, l'île de Montréal. Nous sommes tous des citoyens de la grande communauté métropolitaine. Vous savez, je cite souvent deux exemples. Quand Annecy a décidé d'ouvrir le marché central juste devant le centre d'achat Rockland, ça a donné un dur coup au centre Rockland. Mais on vit dans une société où la compétition est importante et personne n'a rien dit. Et depuis ce temps-là, le centre Rockland a fait un virage et il se porte bien maintenant. Même chose quand Ericsson, qui était une de nos fiertés à Ville-Mont-Royal, Ericsson, qui avait un centre de recherche, des emplois hautement rémunérés, nous a annoncé qu'il quittait pour Saint-Laurent. On a applaudi parce que c'est bon pour l'investissement local, c'est bon pour la création d'emplois dans tout le secteur. Alors, ça m'amène évidemment à parler du Royal-Mount, parce que Royal-Mount, présentement, c'est le plus grand projet privé au Québec, peut-être au Canada. Depuis l'été passé, il y a eu 400 millions de dollars d'investis sur le site. Il y a actuellement, pour ceux qui passent devant, 8 grues. Il va en avoir éventuellement 11 quand le projet va avoir atteint sa vitesse de croisière. Je veux saluer le fait que la Chambre de Saint-Laurent-Mont-Royal, comme à peu près toutes les associations de développement économique de l'île de Montréal, et à peu près tous les élus de l'île de Montréal, se sont montrés en faveur de cet investissement unique. Alors, je remercie, la Chambre d'avoir pris position pour ce projet-là. Et je dois déplorer que mon ami, Alain de Souza, le maire de l'arrondissement Saint-Laurent, lui, s'est positionné contre le projet. Ça s'est vu un peu comme une brisure de la solidarité régionale de notre Chambre. Les concurrents de Ville-Mont-Royal ne sont pas à Saint-Laurent, puis sont à Boston, sont à Toronto, sont à Ottawa. Je ne crois pas que c'est l'approche à prendre de tirer sur son voisin quand un de nos voisins a un bel investissement chez lui. Alors, je termine en disant ça. J'en appelle à cette solidarité entre voisins, entre régions. Et je conclus en vous remerciant, vous tous, les membres de la Chambre, d'être
tellement dynamique. Je m'ennuie beaucoup des événements de la Chambre. Je suis toujours impressionné par le dynamisme de la Chambre et puis de l'implication de tous dans l'économie locale. Merci. Merci, M. Roy. M. Roy a bien dit, c'est un ami, Alain de Souza. OK? Ça fait que tantôt, on a le temps de s'échanger. Puis je pense que les deux maires sont des joies très importantes pour nous, pour la Chambre. On est honorés d'avoir le support continuellement. Puis merci pour ça. J'ose dire que toujours été amis. On travaille sur beaucoup de dossiers sur que nous avons en commun. Mais en même temps, ça illustre le fait que notre démocratie est très vibrante et qu'on peut avoir la divergence d'opinion qui est toujours saine. Merci beaucoup. Puis sans retarder, nous allons continuer par notre députée de Saint-Laurent, Mme Marois Risky. Merci pour votre présence également. On sait que vous êtes très dynamique aussi. On est vraiment très apprécié d'avoir vous durant ces périodes difficiles. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Je vais essayer de faire plus court que le maire de Ville-Mont-Royal, peut-être une sorte de compenser. Mais très intéressant, évidemment, bonjour à vous tous. Et je lève d'ailleurs mon chapeau, oui aux élus, mais d'abord et avant tout à tous les entrepreneurs, parce que ça a été une période très, très difficile. On sait qu'on naviguait en vue d'œil et vous n'aviez qu'un seul souci, de vous assurer de rester, oui, à flot, mais aussi parce que vous avez des travailleurs qui, eux, ont des familles et grâce à vous, ces familles, aujourd'hui, ils ont encore un emploi. Et ça enlève quand même un souci financier de savoir qu'on a un emploi et qu'on n'est pas en train d'attendre de recevoir une PCU. Ça a été une période, moi je suis, comme vous pouvez le constater, un peu plus jeune que mes collègues, donc je suis une jeune aussi en politique. Ça a été tout un apprentissage avec cette pandémie. Au mois de mars, rapidement, je suis porte-parole d'éducation, mais aussi stratégie numérique, mais maintenant aussi conseil du Trésor. Je l'ai vécu en différentes étapes, la pandémie. Titre de porte-parole en éducation, ça a été très, très occupé parce que les parents étaient laissés à eux-mêmes en une grande partie. Alors, c'était de faire beaucoup de propositions au gouvernement parce qu'on pouvait comprendre que le ministre de l'Éducation n'avait pas toutes les solutions. Personne n'avait une boule de cristal pour prévoir la COVID-19. Ça nous a frappé de plein fouet, mais moi, j'ai vraiment fait rapidement le lien avec M. Roberge et différentes entreprises québécoises qui, eux, avaient des outils pour faire un virage numérique. On l'a vu que malheureusement, ça a été trop long au ministre de l'Éducation d'être en mesure de faire ce virage numérique, mais on voit que pour l'automne, maintenant, ils sont plus à même d'être capables de fournir tout l'ensemble des Québécois, les enfants, les parents avec des outils pédagogiques, mais aussi simple qu'avoir Internet. Nous, on est à Montréal et on est quand même chanceux à haute vitesse, mais dès qu'on sort de une demi-heure, 40 minutes de Montréal, c'est pas évident. Alors, je remercie la Chambre parce que rapidement, moi, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise de Saint-Laurent qui offre Internet haute vitesse via satellite, à qui j'ai communiqué, que j'ai mis en contact direct avec le ministre Éric Kerr, Christian Dubé. Alors, rapidement, on a pu mettre en contact nos talents de Saint-Laurent avec le gouvernement. Par la suite, comme vous l'avez vu, il y a manqué de bras en CHSLD. Donc, je suis allée moi aussi dans les CHSLD et donner un coup de main avec mon équipe. Ça a été toute une expérience et je peux vous dire que ceux qui sont sur le terrain ne comptent pas leurs heures. Je n'ai pas de CHSLD à proprement parler dans mon comté à Saint-Laurent, mais dès qu'on traverse la frontière qui nous sépare vers Acadie, il y a le CHSLD Saint-Laurent et celui des Cèdres. Alors, j'y étais. Moi, je suis allée et plusieurs autres de mes collègues du caucus libéral ont occupé la même fonction, qui sont allés pendant plusieurs jours prêter main forte. Ça nous a donné vraiment une belle perspective de comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi les défis qui nous attendent. Et aujourd'hui, on peut regarder tout ça durant la pandémie. Moi, je peux se tourner vers l'avenir déjà parce qu'il faut qu'on se prépare si jamais il y a une deuxième vague. Et maintenant, je suis aussi porte-parole dans le Conseil du Trésor. Et pour moi, c'est inacceptable qu'une société comme le Québec, on n'ait pas notre autonomie sanitaire, qu'on n'ait pas notre autonomie alimentaire. Et là-dessus, autonomie sanitaire, vu de Saint-Laurent, on a tous les outils pour faire ce virage-là.
C'est sûr que j'ai prêché pour ma paroisse, mais je ne comprends pas qu'à ce jour, on dépend de 2 pays dans le monde pour nous approvisionner en matière d'ingrédients pour les médicaments. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit changer. Alors, c'est clair, je vais interpeller les différents porte-paroles au niveau du gouvernement pour s'assurer qu'on est capable d'avoir une identité québécoise au niveau de l'autonomie sanitaire. Donc, là, ce n'est pas juste question des masques, je parle aussi des médicaments. Et ça, j'apprends mon petit chapeau de fiscaliste là-dessus. On peut avoir des leviers fiscaux pour retenir nos entreprises, mais aussi les rendre très concurrentielles au niveau mondial. Au niveau de l'autonomie alimentaire, je regarde l'Ontario que leur électricité coûte plus cher qu'au Québec, mais ils ont plus de serres pour être en mesure de produire à l'année longue. Nous aussi, au Québec, avec Hydro-Québec, on est capable effectivement d'aller beaucoup plus loin, mais encore une fois, ça prend des incitatifs. Et là-dessus, le gouvernement va annoncer plusieurs milliards d'investissements. C'est bien d'investir, mais il faut investir de façon judicieuse. Alors, je veux vraiment m'assurer qu'on est capable de faire les bons choix pour que la prochaine fois, si jamais ça arrive, ou plutôt quand ça va arriver, mais qu'au Québec, on ne soit pas dépourvu, puis qu'on se regarde, puis on ne sait pas où se tourner. Aussi, durant la crise, j'ai eu plusieurs entrepreneurs qui m'ont contacté. D'ailleurs, merci Calvin de m'avoir mis en contact avec plusieurs entreprises qui, eux, n'étaient pas sur la liste de services essentiels puis auraient dû l'être. Et même le soir, on faisait des appels au ministre Fitzgibbon directement pour être en mesure d'obtenir les dérogations. Je crois que pour les prochaines fois, le Québec devait vraiment avoir une liste d'entreprises essentielles, de prendre celles qu'on a présentement, puis de faire un automatique si jamais ça arrive et qu'on laisse nos entreprises de Ville-Saint-Laurent qui ont déjà eu leur dérogation, de ne pas devoir refaire les démarches auprès du gouvernement, disant non, on les a déjà eux autres vétées. Donc, pour la prochaine fois, elles gardent leur dérogation. Ça va donner, je pense, beaucoup de répit à toutes nos entreprises, puis ça va leur permettre de continuer à opérer. Et sur une autre note, pour la suite des choses, l'autre affaire, c'est que pour moi, il y a 3 affaires importantes que le gouvernement doit travailler: autonomie sanitaire, alimentaire, mais l'autonomie numérique. Là-dessus, au niveau numérique, on doit s'assurer que le gouvernement investisse dans la cybersécurité. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se font hameçonner et ça leur coûte de l'argent, ça les empêche d'opérer. Et là-dessus, c'est clair qu'on doit faire des investissements. Puis, on a de belles entreprises à Saint-Laurent qui peuvent accompagner le gouvernement là-dedans. Et aussi au niveau de l'éducation, il va falloir investir en recherche et développement davantage pour justement être l'économie du 21e siècle, puis aussi être capable de compétitionner au niveau de l'échelle mondiale. Alors, j'ai essayé de faire ça le plus court possible, mais j'ai hâte de prendre vos questions. Merci, Mme Risky. Notre dernier invité, et non le moins, le député de Mont-Royal, Outremont, M. Pierre Arcan. M. Arcan, la Chambre, j'aimerais voulais aussi vous remercier pour votre leadership comme chef intérim de votre parti depuis plusieurs mois. Maintenant, vous avez un nouvel chef, donc vous avez plus de temps sûrement de peut-être interagir avec les mondes des affaires. Ça fait que nous voulons vous remercier pour votre travail. Puis maintenant, la parole est à vous, M. Arcan. Bien, merci beaucoup, Kevin. Alors, bon après-midi à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver, tout le monde. Vous savez, on a parlé beaucoup de cette pandémie. Moi, j'ai eu l'occasion, dès le début du mois de mars, de poser les questions à l'époque où j'étais chef de l'opposition officielle au premier ministre. Et ce qui est ressorti, en fait, c'est que, évidemment, clairement, les gouvernements de façon générale et le gouvernement, évidemment, du Québec n'étaient pas vraiment très prêts pour cette pandémie. Ils avaient évidemment des retards importants au niveau des commandes. Je ne reprendrai pas ce que ma collègue Marois a dit parce qu'effectivement, l'autonomie devient de plus en plus un élément important quand on parle de la suite des choses pour nous. Maintenant, moi, j'avais l'occasion durant cette période-là jusqu'à la mi-mai, de parler 2 fois par semaine au premier ministre. Je vous dirais que à ce moment-là, il y avait eu des erreurs importantes au niveau de la santé publique. Évidemment, la COVID-19 est une maladie qui est un virus qu'on ne connaissait pas, qui provoquait certains événements. Évidemment, les 2 erreurs de santé publique qui ont été majeures, ça a été évidemment l'absence de tests. On n'a pas fait de tests suffisamment rapidement et on n'a pas découvert également
que les gens qui étaient asymptomatiques pouvaient aussi être aussi contagieux finalement que les autres, ce qui a provoqué évidemment l'hécatombe qu'on a vécu et qu'on a vécu entre autres au CHSLD Vigie-Mont-Royal, qui d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps sur des appels à ce niveau-là. Maintenant, on a une première bonne nouvelle aujourd'hui. On a 0 décès au Québec dans les dernières 24 heures. Donc, on peut dire que la situation est beaucoup plus sous contrôle actuellement. Mais tout le monde doit se préparer pour ce que j'appelle la deuxième vague qui, certains disent que ça va arriver peut-être au mois de septembre. Qu'est-ce que ça veut dire comme tel pour les entreprises? Essentiellement, jusqu'ici, l'aide qui a été offerte par le gouvernement est une aide qui a été essentiellement des prêts, des garanties de prêts de la part du gouvernement du Québec à ce niveau-là. Je pense que le gouvernement doit, et M. Legault l'a déjà dit d'ailleurs, qu'il allait s'adapter, que là, maintenant, il va tenir compte de ce que certaines des entreprises vont dire. Mais il est clair que nous, ce qu'on réclame depuis le début, c'est une aide directe. D'ailleurs, le 10 mars dernier, dès qu'il y avait eu la publication du budget, nous, on avait dit qu'il faut mettre un minimum de 1 milliard de la part du gouvernement du Québec dans des aides directes au niveau des entreprises pour faire en sorte qu'on puisse travailler efficacement. Moi, je dirais que la première chose que les entreprises ont besoin lorsqu'il y a évidemment une situation comme celle que l'on connaît, c'est ce que j'appelle la prévisibilité. Il faut que les entreprises soient capables de prévoir ce qui va se passer. Ce qui a été, je pense, le plus difficile dans les derniers jours et dans les dernières semaines, ça a été un peu toutes les contradictions. Est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas, est-ce qu'on porte des masques, est-ce qu'on ne porte pas des masques, etc. Comment les entreprises doivent se comporter. Nous, on s'attend maintenant à ce que les directives de la part de l'Institut de la santé publique et également de la part donc du gouvernement soient des directives qui soient claires pour les entreprises. Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels d'entrepreneurs qui me disaient on ne sait pas trop exactement sur quel pied danser. Et ça allait à la fois des professionnels de la santé, des dentistes qui disaient bon, est-ce qu'on ouvre, on n'ouvre pas, on ne sait pas. Les entreprises qui disaient est-ce que je peux faire entrer le personnel maintenant, etc. Ce qui est très clair actuellement, c'est que la distanciation sociale fonctionne. Il faut aller de ce côté-là. Et il faut aussi faire en sorte qu'on puisse avoir de la part des gouvernements ces directives-là qui sont très claires. Maintenant, l'implantation de ces règles sanitaires-là, encore une fois, devrait être appuyée par les gouvernements. Si on veut que les entreprises, tout ce qui occasionne aux entreprises des coûts supplémentaires, devrait faire partie de l'aide directe qui a été appuyé, qui doit être appuyé par les gouvernements. Il faut également qu'on soit capable donc d'offrir au niveau des entreprises les équipements qui sont nécessaires et encore une fois, le gouvernement doit avoir un rôle d'assurer la stabilité de ce côté-là. Il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Je vous dirais que, encore une fois, on a parlé beaucoup de nos demandes au cours des derniers temps, l'augmentation des liquidités, entre autres, pour les petites et moyennes entreprises, et ça en aide directe. Marois a parlé du développement accéléré d'Internet haute vitesse, entre autres, je pense que c'est évident. Au niveau de la construction, une chose qui est simple, qui est facile, et je n'ai jamais compris pourquoi le gouvernement ne relance pas cela, c'est, compte tenu en plus du parc immobilier qu'on a dans la grande région de Montréal, c'est le crédit d'impôt Rénovert, qui est quelque chose qui serait, à mon avis, très important. Et moi, je pense également que nous avons dit au gouvernement qu'il y a un élément aussi qui m'apparaît fondamental, malgré le fait qu'il y ait plus de personnes, que le taux de chômage est un peu plus élevé. Je pense qu'on n'a pas encore réglé la question de la pénurie de main-d'œuvre, qui est évident. Et je pense très honnêtement, ça fait partie évidemment de ce que notre formation politique pense, qu'actuellement, les
règles en matière d'immigration sont beaucoup trop restrictives. On voit qu'on a manqué de monde pendant cette pandémie. Les entreprises continuent aujourd'hui de rechercher des gens de qualité, malgré les interruptions de production, malgré les fermetures des commerces, malgré la baisse de la demande pour certains produits. Je pense qu'on a toujours besoin de cette pénurie de main-d'œuvre. Mon dernier point, je dirais, qui est important au-delà de cette question d'aide directe, mon dernier point qui m'apparaît très majeur à ce stade-ci, c'est que le Québec, on ne se le cachera pas, vit beaucoup d'exportations internationales et évidemment, c'est 70-75% de nos exportations sont vers les États-Unis. Il faut que les gouvernements, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial travaillent à améliorer les relations avec les États-Unis. On vient de signer un accord relativement récent avec les Américains sur le libre-échange. Ce nouvel accord sur le libre-échange devrait être un élément pour justement faire profiter nos entreprises parce qu'actuellement, évidemment, je regardais les chiffres du mois d'avril, il y a 19% de moins d'exportations actuellement vers l'étranger et en grande partie, bien sûr, vers les États-Unis. Alors, il est clair qu'on va devoir accompagner les entreprises pour faire cette espèce de relance qui est absolument nécessaire pour aller vers particulièrement notre géant américain et peut-être évidemment européen aussi, si on est capable de le faire. Du côté asiatique, il y a encore évidemment des possibilités, mais on comprend la tension qui existe actuellement avec la Chine. Alors, tout ça, donc, ce sont les points qui m'apparaissaient les plus importants à dire aujourd'hui. Et encore une fois, merci à la Chambre pour cette initiative. Je suis très heureux de pouvoir tous vous retrouver. Merci. Merci, M. Alcan. Est-ce que les élus, vous avez des questions entre vous ou une réaction? Je vous permets peut-être une minute chaque. Après ça, on va passer rapidement aux questions aux membres directement aux élus. Donné qu'il y a très peu de temps pour les membres, personnellement, je préfère de donner une chance aux membres. S'il n'y a pas de questions des membres, on peut, comme élu, on peut toujours entamer une discussion, M. le Président. OK. Ça va, M. Roy, Mme Risky? OK. Première question, Sylvie, est-ce que tu vas le poser? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Joe. Donc, j'ai Joe Rousseau du Challenger qui aimerait poser une question à Marois. Donc, je vais lui ouvrir le micro. Donnez-moi juste un petit instant. Et puis, est-ce que Joe, vous nous entendez? Joe? Est-ce qu'il m'entend? Peut-être c'est son micro, mais sinon, on peut lui poser les questions directement à Mme Risky. Je n'ai pas sa question. Mais sa question. Joe, en fait, je peux peut-être m'avancer. Joe a des salles de réception et on s'est déjà parlé durant la pandémie. Demander savoir si ou non le gouvernement va mettre de l'aide en place pour les entreprises comme la sienne, parce qu'on a vu que les mariages ont été annulés, les conférences ont été annulées, les banquets ont été annulés. Donc, grosso modo, ils se retrouvent avec plusieurs événements qui étaient bookés 1 an d'avance, qui ont tous été annulés. Et ils voulaient savoir si le gouvernement va avoir de l'aide. Et à part avoir, le gouvernement de la CAQ a seulement avancé 50 000 $ de prêts, il n'y a pas d'aide directe. Et c'est ce que mon collègue, mon chef d'Éragie, tente jusqu'à ce jour, en talent de gouvernement, de leur faire réaliser qu'il y a plusieurs salles de réception, comme celui que Joe Rousseau détient partout au Québec. Eux, en ce moment, toute l'année, ils sont presque tous annulés, leurs événements, même jusqu'au mois d'octobre-novembre. Joe, son micro est ouvert. Oui, ça va, Marois? Ça va, Sylvie? Oui. Je sais qu'on s'est parlé entre-temps avec Mme Risky. C'est juste comme elle a déjà dit que
on regarde pour avoir un petit guide ou une idée quand on peut recommencer parce que c'est pas des temps normaux, on passe tous des temps difficiles, mais pour nous autres, on a des clients qui veulent savoir si les mariages ou les événements du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, ça va dérouler, puis on n'aurait pas vraiment des réponses pour eux autres non plus. Mm-hmm. Oui, alors même pour les événements, pour savoir au niveau de la distanciation physique, on voit que plus ça va, plus il y a de la souplesse de la part du gouvernement. Aujourd'hui, il y a quand même un espoir. C'est la première fois qu'au Québec, on dénombre aucun mort nulle part au Québec. Alors moi, je trouve comme une bonne nouvelle. Je m'attends à ce que le gouvernement rapidement commence à davantage de souplesse. Tout en mettant plus de rigueur au niveau sanitaire. On voit qu'aujourd'hui, les restaurants à Montréal et dans la grande couronne de Montréal ouvrent. Alors, c'est sûr que nous, on va continuer avec mon collègue Monsef Deradji, porte-parole pour les PME et les députés de Néligan. Vraiment, c'est sûr que le gouvernement comprend la réalité des entrepreneurs comme vous, Joe Rousseau, parce qu'on sait que vous, en ce moment, les gens planifient 6 mois à 1 an, même des fois, dans certains cas, jusqu'à 2 ans d'avance la réservation de salles de réception. Oui, c'est juste pour savoir aussi si l'aide pour le loyer, si ça va être continué dans les mois qui vont suivre. Parce que c'est juste au mois de juin, puis nous autres, si on est toujours fermés, on va avoir besoin d'un peu d'aide dans le futur, ça c'est sûr. Oui, puis nous, on continue même l'été à garder le téléphone ouvert avec les ministres de la banquette du gouvernement pour vraiment faire toutes les représentations. Alors ça aussi, on va le demander. Encore pour s'assurer que le gouvernement comprend qu'il doit continuer à supporter nos entrepreneurs. Parfait. Merci beaucoup, Madame. C'est un plaisir. Oui. Nous avons aussi le président de la Chambre de commerce et l'industrie de Canada Liban, M. Charles Abou Khaled. Je ne sais pas si vous avez des questions face aux élus. Sylvie? Je lui donne la parole. Bonjour à vous quatre. Bonjour Calvin. Merci beaucoup pour votre allocution et les informations dont vous avez fait part. Donc, effectivement, beaucoup de nos membres se demandent justement, comme M. Rousseau, à quel moment et à quelle vitesse on va pouvoir commencer nos activités, on va pouvoir reprendre nos bureaux. Et pour nous, et Madame Risky, vous l'avez dit, je pense que M. Arcan aussi, cette question d'imprécision, de flou artistique, qui n'est pas si artistique que ça, nous cause une certaine préoccupation. Beaucoup de nos membres sont dans le détail, beaucoup de nos membres sont dans l'exportation, mais aussi on a beaucoup qui travaillent dans l'importation. Donc je sais c'est très important toute la question des achats locaux. Mais une question importante qui demeure, on est un pays qui a toujours été avec les échanges des avis de libre marché. Comment on anticipe tout ça? Comment on visualise tout ça? On reçoit beaucoup de questions à cet égard. Si je peut-être simplement, je pense que c'est très important qu'on maintienne actuellement le contact entre les élus et vous. Parce que quand on a posé des questions en chambre à M. Legault à plusieurs reprises, il nous a dit qu'il allait adapter ses aides en fonction de chaque entreprise. Alors, si on parle, par exemple, d'une entreprise là, qui, pour la question des mariages et tout ça, ben, je pense qu'il peut reporter, l'aide qu'il peut faire, c'est reporter certaines des dépenses qu'ils peuvent avoir à l'année suivante, parce que j'imagine que l'année suivante, la situation va être meilleure. Pour d'autres entreprises, c'est de l'aide à l'exportation ou de s'assurer avec le gouvernement fédéral que les règles au niveau de l'importation soient plus simples. Pour ce qui est de l'exportation, à partir du 21 juillet, je présume que le gouvernement devrait organiser, au moins avec les Américains, si les frontières ouvrent comme on prévoit qu'elles vont ouvrir, organiser des missions pour remontrer aux fournisseurs ou à nos clients qu'on est là encore et qu'on est prêt à donner un meilleur service,
surtout actuellement que le dollar canadien n'est pas particulièrement fort actuellement, ce qui nous donne, à mon avis, un avantage compétitif intéressant. Alors, ce sont des choses qui doivent être mises en place le plus rapidement possible par les gouvernements. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il faut que les règles soient beaucoup plus claires qu'elles le sont actuellement. Si vous permettez aussi, M. Abou-Khaled, je ne pourrais pas m'empêcher, même si je ne porte plus le chapeau de l'enseignement supérieur, mais oui, les échanges au niveau des biens qu'on importe et qu'on exporte, mais tous les échanges culturels dans les universités. Moi, je suis aussi professeur à l'université. Il ne faut pas non plus oublier tout l'apport des étudiants qui viennent de différents pays, dont notamment le Liban, où est-ce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent rajouter sur nos banquettes. Mais ça, juste ça au Québec, c'est 1 milliard de dollars en retombées économiques de plus. Et là, on attend après le gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, non seulement pour les importations des biens, mais aussi pour la richesse que les étudiants étrangers nous apportent aussi au niveau culturel, mais aussi dans nos facultés d'innovation, de recherche, de développement et aussi dans les retombées économiques. Alors là-dessus, il va falloir que le gouvernement, rapidement, je dirais qu'il est minuit moins une, passé minuit, parce que plusieurs universités en ce moment se demandent même qu'est-ce qui va arriver avec nos relations internationales, parce que plusieurs en ce moment sont inscrits et ils attendent à savoir si ou non pourront venir au Québec. Je peux aussi juste sauter sur la glace, donné que Pierre et Marois est déjà sur la glace, pour vous dire, M. Abou-Khaled, nous avons en développement économique Saint-Laurent un service pour l'exportation. Mme Lydia Capelli est la commissaire là-bas. Et pour autant qu'on entame tous les efforts pour ouvrir l'économie, le volet exportation, c'est une sine qua non pour les compagnies à Saint-Laurent. Donc, il y aura encore les efforts gouvernementaux, mais il faut avoir un point de chute. Et puis, je pense que pour nous, Lydia Capelli, c'est le point de chute. Si jamais vos clients ou vos membres ont besoin, vous pouvez contacter elle en développement économique Saint-Laurent et puis on va être là pour vous aider. Merci beaucoup. Il y a des questions qui se posaient aussi, comme actuellement, vous savez, le plan urgent le fédéral, ça crée aussi la pénurie pour les main-d'œuvre. On se demandait si dans des arrondissements Saint-Laurent ou Mont-Royal, vous allez organiser des job fairs, là, tu sais, comme aider un peu les entreprises à trouver des main-d'œuvre pour renforcer la productivité pour les PME. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ce genre de questions. Peut-être commencer de notre côté. Oui, chaque année, nous, on organise, puis je pense que ça se fait pas mal partout. Sûrement, je suis convaincu à Saint-Laurent aussi, une journée, comme tu appelles, un job fair. Donc, on travaille beaucoup avec le gouvernement fédéral. C'est notre député local qui est souvent un des instigateurs de cet événement-là qu'on tient ici à Mont-Royal. Donc, l'objectif, c'est de le faire encore cette année dès qu'on va être en mesure d'avoir une meilleure idée de ce qui nous réserve dans les prochaines semaines. Et je peux confirmer, M. le Président, la réponse est oui. À Saint-Laurent, par voie de la COSEL, on organise une foire d'emploi à notre centre des loisirs. Donc, je pense que si les besoins de la communauté sont là, on va être au rendez-vous avec celle-ci. Et puis, s'il y a d'autres façons dans lesquelles on peut faciliter le retour au travail, de s'assurer que nos compagnies ont les ressources nécessaires pour être compétitifs, on est là. Donc, avec Développement économique Saint-Laurent, ces besoins vont être identifiés et on va concentrer nos efforts et nos effectifs pour s'assurer qu'on peut répondre à ces enjeux importants pour notre société. Merci. On m'a dit que le conseiller à Ville-Mont-Royal aurait une petite question rapide. Joseph? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci à la Chambre de commerce d'avoir organisé cette conférence virtuelle. Alors, à tous les participants, je dis merci beaucoup. Ma question, je sais qu'il manque un peu de temps. Si, à Dieu ne plaise, une seconde vague apparaît en septembre ou bien en novembre, whatever, est-ce qu'on va avoir un confinement aussi rigoureux et vraiment, je dirais, fatal que ce qu'on a connu? Est-ce que vraiment l'économie va être paralysée ou bien il y a d'autres stratégies à penser si ceci arrive? Merci. Je peux peut-être répondre à cette question-là parce que
J'ai eu l'occasion de parler déjà au docteur Arruda. Et entre autres, un des hôpitaux qui est très bien classé au Québec, c'est évidemment l'hôpital général juif qui est excellent. Et son directeur, j'ai eu une conférence avec les gens du CIUS. Et encore une fois, juste pour l'information de tous, en 1968, il y avait eu ce qu'on appelle une grippe d'Hong Kong avec à peu près 1 million de morts dans l'ensemble du monde et il n'y avait pas eu de lockdown au niveau économique en 1968. Ce qui est arrivé, selon les informations qu'on a pu avoir, c'est qu'il y a eu un collège, entre autres, à Londres, qui est réputé, mais qui a fait des analyses et qui a fait paniquer un peu les gouvernements parce que dans les analyses mathématiques et des probabilités, ils en arrivaient, par exemple, aux États-Unis à 2,5 millions de morts. C'était ça qu'ils avaient évalué au mois de mars. Et évidemment, ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, à moins d'une situation vraiment catastrophique, je pense que le message des gouvernements, et je dirais même de la santé publique, c'est qu'on va devoir apprendre à vivre avec ça. Et les chances qu'il y ait vraiment une autre, je dirais, terminaison, si on veut, de l'économie pendant une période de temps, il va falloir que ce soit très grave. Et c'est la dernière chose que veulent faire les gouvernements actuellement de façon générale. Merci. Merci. On sait que le temps roule rapidement. Encore une fois, la Chambre vous remercie beaucoup, nos élus, M. de Souza, M. Roy, Mme Risky et M. Alcan, d'avoir pris le temps malgré votre horaire très chargé. Tout ce que vous avez partagé avec nous, avec les membres, c'est très intéressant. On veut le Québec plus indépendant dans les affaires, la technologie, l'alimentation. On veut que nous allons continuer à travailler ensemble. Permettez-moi de vous annoncer que le tournoi de golf de la Chambre aura lieu lundi, le 14 septembre prochain. La formule sera changée un peu, comme vous savez. Je vous invite à surveiller nos bulletins. Encore une fois, merci beaucoup au nom de permanent, du conseil d'administration de la Chambre. Vous remercie beaucoup pour votre temps. On sait qu'avec ce moment difficile, vous êtes toujours là avec nous. Et Sylvie, bravo pour l'organisation. Et à très bientôt, M. Roy, M. Alcan, M. de Souza et Mme Risky. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et bon été à tout le monde. Merci. Pareillement.